chirurgie. Donc si c'est infectieux, c'est bien sûr une antibiothérapie. Si c'est un événement thromboembolique, bien sûr, nous allons utiliser des anticoagulants. Le pneumothorax qui nécessitera un drainage, un SAOS qui nécessitera une CPAP, etc. Donc, les bronchodilatateurs qui vont être utilisés dans la BPCO, donc bien sûr, ils vont agir sur la composante bronchospastique de la maladie. Et donc, ils sont divisés en deux grandes classes qui sont les bêta-2 mimétiques et les anticholinergiques, qui sont bien sûr de courte durée d'action. Le délai d'action de ces médicaments varie dans généralement la moyenne de 3 minutes. Au bout de 3 minutes, ils sont effectifs. Voilà. Donc, en administrant ces médicaments, nous allons permettre de diminuer la résistance des voies aériennes et par conséquent une baisse de la dyspnée, une baisse du travail respiratoire et une augmentation de la performance du diaphragme. Les bronchodilatateurs qui seront utilisés en première intention, bien sûr, sont les bêta-2 mimétiques, à savoir le salbutamol et la terbutaline, qui vont considérablement lever la bronchoconstriction ou le bronchospasme et donc améliorer le travail respiratoire et permettre donc de restaurer des débits aériens plus ou moins corrects pour notre patient. Il faut toujours privilégier la voie inhalée, donc au départ par les aérosols doseurs et puis aussi par les dispositifs d'inhalation, de nébulisation aussi. Les effets secondaires qui peuvent être observés lors de l'utilisation des bêta-2 mimétiques, mais surtout par voie systémique, sont surtout l'hypokaliémie et les tachycardies. Voilà, donc si l'efficacité n'est pas optimale, nous allons ajouter un anticholinergique de courte durée d'action à type d'ipratropium. Alors, les anticholinergiques vont avoir un effet synergique avec les bêta-2 mimétiques. Les bêta-2 mimétiques vont nous donner une bronchodilatation, alors que les anticholinergiques vont induire ou bien ils vont empêcher plutôt une bronchoconstriction. Donc nous aurons un effet synergique couplé des deux molécules. La corticothérapie aussi, qui est bien sûr de courte durée et par voie générale, qui sera utilisée chez ces patients, va permettre l'amélioration de la fonction respiratoire. Donc la ventilation sera meilleure, à savoir amélioration du VEMS et de la PaO2. Elle va aussi diminuer le délai de la réhabilitation. Elle va diminuer la durée de l'exacerbation et surtout la durée de l'hospitalisation. Et généralement, elle diminue les échecs de traitement car elle va traiter l'inflammation en même temps avec bien sûr les bronchodilatateurs qu'on va administrer. Les effets secondaires observés sont surtout le déséquilibre glycémique, la fonte musculaire, mais qui reste quand même pour les patients dont le traitement sera indiqué pour une durée supérieure à 10 jours. Généralement, la corticothérapie n'est utilisée que pour 5 jours, au maximum 7 jours. Donc la dose qui sera utilisée, c'est généralement de 30 à 40 mg de méthylprednisolone à raison donc généralement de 0,5 mg kg équivalent prednisone. On peut aussi ajouter un traitement adjuvant lorsqu'on utilise une corticothérapie, à savoir une adjonction de potassium par voie orale. Il y a aussi le pansement gastrique aussi qu'on peut utiliser, quoique le rôle gastrotoxique des corticoïdes n'a pas été établi à 100%. Maintenant, comment évaluer
l'évolution de mon patient en milieu hospitalisation. Est-ce que l'évolution de la maladie ou de l'épisode est favorable ou bien est-ce qu'elle est défavorable? Au bout de 24 heures, nous allons réévaluer l'état clinique de notre patient, voir aussi sa gazométrie. Voilà, donc s'il y a une bonne évolution, on va maintenir le traitement pendant quelques jours et puis mettre le patient sortant avec un contrôle à 1 mois. Voilà, plus tard, bien sûr, avec une nouvelle spirométrie pour connaître l'état respiratoire, connaître les débits aériens et les capacités respiratoires chez notre patient. Car il faut savoir que toute exacerbation va laisser des séquelles et donc elle va encore décliner le VEMS plus qu'il ne l'est. Il n'y a pas de récupération, disons, ad integrum. Si pas d'amélioration, là, le patient, ou carrément il présente des signes de gravité, le patient sera évacué en réanimation, en unité de soins intensifs, voilà, avec bien sûr, dans la mesure du possible, une ambulance médicalisée. Si le patient est conscient, il n'y a pas de somnolence, il n'y a pas de contre-indication à la VNI. Si l'acidose n'est pas compensée, mais avec un pH à 7,35 et pas moins, là nous allons indiquer une ventilation non invasive qui offre toutes les chances à ce patient de récupérer sans qu'il y ait bien sûr un risque très important d'une infection nosocomiale ou autre, et qui va bien sûr considérablement réduire la durée de l'hospitalisation et considérablement aussi agir sur le taux de mortalité chez ces patients qui sont bien sûr fragiles. S'il y a une contre-indication à la VNI ou échec de cette dernière, là nous serons obligés d'intuber le patient pour une assistance ventilatoire mécanique. Il faut savoir que la ventilation invasive est un moyen de dernier recours car il est très difficile de sevrer un patient BPCO lorsqu'il est intubé. Pour l'antibiothérapie, comme nous l'avons déjà indiqué, donc l'antibiothérapie n'est pas systématique chez tous les patients. Il faut rechercher certains arguments pour mettre notre patient sous traitement. Voilà, donc quels sont ces arguments? Donc, nous devons toujours rechercher les facteurs de risque d'une éventuelle décompensation et qu'on a déjà cité, à savoir une BPCO sévère, des comorbidités lourdes, l'âge, la vie en institution, une corticothérapie au long cours et autres. Voilà. Toujours rechercher aussi est-ce qu'il y a une notion d'une exacerbation fréquente chez le patient. Est-ce que le patient a déjà auparavant présenté une pneumonie ou pas? Alors, si nous avons ces facteurs, là, nous allons utiliser d'emblée l'amoxicilline plus l'acide clavulanique ou bien, en deuxième intention, céphalosporine de deuxième génération ou de troisième génération. Si échec de l'antibiothérapie, nous serons obligés de faire un ECB des crachats. D'accord? Donc c'est un examen cytobactériologique des crachats avec antibiogramme, donc à la recherche d'une colonisation pour pouvoir traiter de façon documentée. Si absence, disons, des facteurs de risque d'une décompensation et qu'il n'y a pas d'autres arguments en faveur d'une origine infectieuse de l'exacerbation, on se contentera d'utiliser l'amoxicilline. Voilà. Ou bien l'utilisation d'un macrolide, ou bien la pristinamycine, la doxycycline, ou sulfaméthoxazole, ou le trimétoprime, ou bien, en dernier recours, donc une céphalosporine de première génération. En pratique courante, pour faciliter tout ça, nous avons plutôt recours donc à l'utilisation surtout de l'amoxicilline avec l'acide clavulanique ou l'augmentin, voilà, ou bien les céphalosporines de première génération ou les céphalosporines de troisième génération. C'est ce qui est donné généralement. Les macrolides, on peut les donner surtout lorsqu'on suspecte une infection
à germe atypique. Voilà, lorsque nous avons un petit syndrome interstitiel au niveau du téléthorax, lorsqu'il y a une symptomatologie fébrile traînante, parfois aussi une symptomatologie digestive associée, là, ça fait plutôt penser à une pneumopathie à germe atypique et dans ce cas-là, nous pouvons utiliser les macrolides.